Dans la vie, il y a les bonnes surprises et il y a les mauvaises surprises. Alors, j'ai une bonne surprise. J'ai avec moi le maître Marc-André Gagnon, avocat pour le Centre de justice de proximité. Bonjour. Bonjour. Et on va parler des mauvaises surprises. On va parler des vices cachés. Bien, effectivement, quand on achète un bien, des fois, on apprend sur le tard qu'il y a certaines choses qu'on ne savait pas. Hein? Donc, c'est ce qu'on va appeler un vice caché. Donc, pour commencer, bien, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on achète un bien d'un particulier, automatiquement au Québec, la vente est faite avec la garantie légale de qualité. Donc, la garantie légale de qualité, ça fait en sorte que si jamais il y avait un vice caché, on pourrait avoir un recours contre la personne qui nous a vendu le bien. Il est possible de renoncer à cette garantie légale-là. Encore faut-il que ce soit clair des deux personnes. La clause qu'on voit souvent dans les contrats de vente, c'est vendu sans garantie légale au risque et péril de l'acheteur. Ah, OK. Donc, si c'est mentionné, mettons, sur un site de vente de trucs usagés, puis que la personne a pris le temps d'écrire ça, puis qu'elle précise quand l'autre, tu es conscient que tu renonces à, l'autre dit oui, voilà, c'est une entente verbale. Bien, là, je ne veux pas rentrer dans chacune des situations qui peuvent être analysées au cas par cas. Encore faut-il que ce soit clair, précis, pas ambigu. Donc, oui, il est possible de renoncer à la garantie légale. C'est souvent le cas dans le cadre des successions. Donc, si on hérite de la maison de nos parents, on n'a pas vécu dans la maison pendant un certain nombre d'années, puis on veut la vendre, mais peut-être qu'on n'est pas au courant de tout ce qui a été fait ou ce qui n'a pas été fait. Donc, Okay. on pourrait vouloir inclure une clause de renonciation à la garantie légale dans le contrat de vente. OK. Puis là, on parle de maison, mais les vices cachés, ça peut être n'importe quel produit, dans le fond. Oui. Donc, écoutez, ça peut être les maisons, mais ça peut être aussi n'importe quel autre produit. Ce qu'on voit souvent, on pense aux véhicules automobiles usagés, que ce soit des voitures ou encore des roulottes. Là. C'est ce qui fait le plus souvent l'objet de recours devant les tribunaux. Puis, comment on définit un vice caché? Est-ce qu'il faut absolument que la personne soit au courant? Est-ce qu'il faut qu'il soit caché, justement? Bien, effectivement, c'est pas parce que la vente a été faite avec la garantie légale de qualité que automatiquement tout ce qui va survenir ou tous les problèmes en lien avec le bien vont se qualifier de vice caché au sens de la loi. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 4 critères qu'il faut démontrer pour avoir gain de cause si jamais on exerce un recours en matière de vice caché. Le premier critère, c'est que le vice doit être caché au sens propre. Donc, ça ne devait pas être quelque chose qui était apparent. Donc, qu'un acheteur raisonnablement prudent et diligent aurait pu s'apercevoir en inspectant le bien. Là. Donc, la loi prévoit qu'on n'a pas nécessairement besoin de recourir à un expert, mais des fois, il faut être plus prudent s'il y a certains indices qui nous portent à croire qu'il pourrait avoir une problématique sur le bien. OK, donc un véhicule qui manque une portière, on ne peut pas dire je ne l'avais pas vu, mais il y a des trucs pour les maisons, exemple justement, toiture et tout ça, que c'est plus difficile, ça demande l'avis d'un expert pour les fondations et tout ça. Là. Bien, effectivement, donc c'est sûr que l'expert peut aider à définir les problématiques là, sur le bien. L'exemple que je donne souvent, c'est que s'il y a de la rouille sur la portière du véhicule, c'est quelque chose qui est visible, on a seulement à faire le tour du véhicule pour s'en apercevoir. Tandis que des fois, dans les cas des ventes de maison, bien, ça se peut qu'il y ait de la moisissure ou des infiltrations d'eau derrière les murs. Généralement, les acheteurs n'ont pas à détruire le mur de gyps pour aller voir s'il y a une problématique en arrière. Par contre, des fois, bien, s'il y a des taches de moisissure ou certains indices qui nous laissent croire qu'il pourrait y avoir une problématique, bien, des fois, l'obligation d'inspection peut être un petit peu plus sévère. Donc, c'est toujours une analyse au cas par cas qu'il faut faire. Donc ça, c'était le premier aspect, le caché du vice caché. C'est quoi les 3 autres critères? Bien, le deuxième critère, c'est que le vice doit être inconnu de l'acheteur. Donc, quand je dis inconnu de l'acheteur, c'est quelque chose qui ne doit pas avoir été déclaré au moment de la vente. Donc, si je prends l'exemple de l'achat d'une maison, si le vendeur me dit « la toiture va être à changer l'année prochaine », bien, en tant qu'acheteur, je ne peux pas revenir pour un vice caché si je m'aperçois que la toiture coule dans 2 ans. Donc, est-ce que c'était quelque chose qui avait été porté à ma connaissance? Est-ce que c'était quelque chose qui était connu de l'acheteur ou non? C'est le deuxième critère du vice caché. Et là, j'imagine qu'à l'inverse, on vend quelque chose puis on dit à la personne, s'il n'y a pas de preuve puis qu'on n'a pas fait signer de papier qu'on lui a dit, il peut tout aussi bien dire qu'on ne lui avait pas dit puis qu'il n'était pas au courant. Donc, si c'est seulement verbal. Là.
Bien, c'est pour ça qu'il y a des litiges devant les tribunaux. Hein. Il existe toujours une question de preuve dans tous les débats juridiques. Faut savoir que le fardeau de la preuve appartient à celui qui fait une demande en justice. Donc, si jamais le litige devait aller devant les tribunaux, ce sera à la personne qui fait la demande de prouver, selon le critère qu'on appelle la prépondérance des probabilités. Donc, il faut prouver que notre version des faits est plus probable que celle de la partie adverse. Okay. Donc, c'est toujours une analyse au cas par cas. Et les derniers points qui font un vice caché, c'est quoi? Bien, en fait, le troisième critère, ça sera la gravité du vice. Donc, il ne faut pas que ça soit quelque chose de peu d'importance en tant que tel pour que ça se qualifie d'un vice caché au sens de la loi. Donc, il faut que ce soit un vice qui rende le bien impropre à l'usage auquel il a été destiné, ou encore qui diminue tellement son utilité que s'il l'avait su, l'acheteur ne l'aurait jamais acheté. Donc, la gravité du vice va aussi venir influencer le type de recours là, que l'acheteur peut exercer par la suite. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc, ça ne peut pas être simplement un élément qui est optionnel du produit de base, puis que le produit de base est encore fonctionnel, mais que ce petit truc-là qui était brisé. Il faut vraiment que ça nuise à l'usage pour lequel on achetait le produit. Oui, exactement. À titre d'illustration, si j'achète une maison, puis la seule problématique qu'il y a, c'est qu'il y a peut-être une poignée de porte qui ne tourne pas comme je le voudrais, peut-être qu'un juge pourrait nous dire que ce n'est pas suffisamment grave pour être qualifié d'un vice caché. Par contre, s'il y a une infiltration d'eau qui nécessite des travaux d'envergure, bien là, peut-être que le critère de la gravité serait rempli. Encore une fois, c'est du cas par cas. Et en terminant, pour déterminer le vice caché? Oui, donc le quatrième dernier critère, bien, le vice devait être existant au moment de la vente. Ou encore, on va dire que le vice doit être antérieur à la vente. Encore là, bien, c'est quelque chose qui est logique parce que si, par exemple, moi, j'achète une voiture usagée que je roule pendant plusieurs années, là, ou 200 000 km, bien, ça se peut qu'il y ait de l'usure normale sur le bien et qu'il y ait des nouveaux vices ou des nouvelles problématiques qui se développent. Donc, si je reproche que cette problématique-là est due à un vice caché, je devrais être en mesure de démontrer que c'était quelque chose qui était existant au moment de la vente. Ce n'est pas quelque chose de nouveau qui s'est développé par la suite. Donc là, dans tout ce qu'on a discuté, la connaissance du vendeur n'est jamais impliquée. Le vendeur, s'il ne sait pas, ça peut quand même être un vice caché. Effectivement. Donc, le fait de connaître ou non le vice caché, ce n'est pas un des 4 critères légaux. Par contre, ça peut être considéré au moment où on réclame des dommages-intérêts. Okay. Donc, si le vendeur connaissait le vice ou encore ne pouvait pas l'ignorer, bien, il pourrait être tenu de dommages-intérêts. Par exemple, si moi, je n'ai pas pu jouir de mon auto pendant un certain temps, ça m'a occasionné un préjudice, je pourrais réclamer un montant supplémentaire pour être dédommagé de ça. Encore faut-il que je sois en mesure de prouver que le vendeur le savait. Là, on parle de réclamation. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a un vice caché? Première étape, et c'est très important parce que c'est une étape préalable, il faut envoyer un avis de dénonciation du vice au vendeur. Cet avis-là doit être transmis par écrit et dans un délai raisonnable à partir du moment où on sait, où on se rend compte que le bien qu'on a acheté a un vice caché, à notre avis. Donc ça, c'est un avis qu'on doit envoyer pour donner la chance au vendeur de venir constater si vraiment il y a une problématique, puis au besoin aussi de lui permettre de réparer la situation. Donc, c'est la première étape là, qui est obligatoire en matière de vice caché. Par la suite, bien, il est possible, comme dans bien des cas, de négocier, de trouver une entente à l'amiable. Si jamais ce n'est pas possible, bien, là, il existe des recours devant les tribunaux, soit pour demander l'annulation de la vente. Des fois, on va parler de résolution de la vente, ça sera un synonyme. Donc, on demande d'être remboursé du prix qu'on a payé et on offre de restituer le bien au vendeur. Dans d'autres cas, si le vice est peut-être de moins grande importance, il est possible de demander une diminution du prix de vente. Donc, pour compenser la réparation, exemple. Exactement. Donc, il y a différentes techniques pour évaluer le montant auquel on pourrait avoir droit. Des fois, ça peut être en fonction des frais de réparation du bien. Des fois, ça peut être la diminution de la valeur marchande. Il faut encore regarder au cas par cas. Puis, si on a des doutes à savoir qu'est-ce qui est un vice ou non, on peut toujours contacter le Centre de justice de proximité. Vous êtes là pour ça?
Bien, absolument. Donc, on peut vous expliquer les différents critères de la loi. On rappelle nos services, c'est de l'information juridique générale qui est gratuite, qui est confidentielle. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup. Merci à vous. Nous TV. Ensemble pour notre communauté.